Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Le Monde Moderne et aujourd'hui notre invité est Tom Benoît. Il est entrepreneur, essayiste, et c'est aussi le fondateur, du magazine de géostratégie, Géostratégie Magazine. Bonjour, Tom Benoît. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Alors, les auditeurs vous connaissent peut-être parce que récemment, vous avez fait le tour des réseaux sociaux avec cette rencontre du troisième type où vous avez sur votre plateau, puisque vous avez une émission sur TV5, il me semble, avec la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui a l'air de ne rien comprendre de ce que vous expliquez sur la dette, en fait, et sur les mécanismes monétaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça Alors, s'est passé en plateau? Est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que l'image est trompeuse? écoutez, pour apporter des précisions, nous sommes partenaires avec Géostratégie Magazine de l'émission politique de TV5 Monde. Il y a plusieurs partenaires, donc Le Point, Nice Matin, Ouest France, des partenaires de la presse quotidienne régionale également qui ne sont pas présents en plateau. Nous nous succédons donc plusieurs patrons de presse, plusieurs directeurs de rédaction, et j'ai pour habitude de traiter des sujets plutôt économiques ou géopolitiques. Le but, je le précise à nouveau parce que j'ai entendu ci et là tout et n'importe quoi, n'est pas de piéger l'invité. C'est de poser une question qui est cruciale. On a 52% de dette extérieure en France, donc qui est détenue par des prêteurs étrangers. Et je rappelle que nous avons plus de 3 000 milliards de dettes. On a une dette qui a une duration moyenne, donc la durée moyenne de la dette qui est de 7 ans. Mmh. Il y a beaucoup de la dette qui a été achetée par la Banque centrale européenne également. Il y a une grande partie de la dette qui a été rachetée par des organismes financiers, donc des prêteurs, que ce soit des banques, des fonds ou des compagnies d'assurance, parce que la Banque centrale européenne avait racheté de la dette sur le marché secondaire, ce qui a permis de maintenir le taux à un taux raisonnable pour la dette française. Et la grande question aujourd'hui, c'est de se dire qui détient la part de dette qui n'est pas à la Banque de France par le biais de la Banque centrale européenne et à l'avenir, puisqu'on a des montants considérables, hein, c'est 284 milliards pour 2024, dans l'hypothèse où le déficit public se creuserait. Et dans l'hypothèse où les ETI ayant une santé financière chancelante, vacillante, l'imposition sur la productivité ne suffirait plus à éponger cette dette. S'il devait y avoir des ventes de biens, vous avez appris que l'État n'a jamais vendu autant de biens que cette Ouais. année. C'est sorti Ouais, dans ouais. les Échos et dans plusieurs gros médias il y a quelques jours. S'il y avait plusieurs ventes de biens, si on devait accroître ces ventes de biens publics, si on devait créer de nouveaux impôts, parce que Bruno Le Maire nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il n'y aura pas de nouveaux impôts, mais pour Mmh. autant, on a d'autres personnalités de Renaissance et du gouvernement qui nous disent on a lancé un audit, ou une étude en tout cas qui sera rendue au mois de juin pour créer une taxe sur les rentes. Donc une taxe sur les rentes, ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire qu'il va y avoir des augmentations d'impôts sur le patrimoine immobilier, probablement, c'est une supposition, mais c'est la supposition la Mmh. plus évidente, ou en tout cas sur certaines rentes, ce que le gouvernement appelle les rentes. Et la grande question, c'est de se dire, l'argent qui va provenir de cette nouvelle forme d'imposition, pour ainsi dire, de la population, ou de cette nouvelle levée qui sera effectuée suite à la vente de biens publics, va servir à rembourser qui? Quels prêteurs étrangers? Sont des Chinois, des Russes, des Saoudiens, peut-être BlackRock qui a organisé des tours de table également? C'est ça la grande Mmh. question. Et je trouve totalement aberrant que lorsque je pose cette question à des personnalités du gouvernement, Heu, on relègue ça au second plan en disant: «Non mais ça c'est pas une question, on sait que c'est de la dette étrangère». Si on est tenu, mais j'entre même dans l'état d'esprit, je veux dire, des politiques en vigueur aujourd'hui. Si on est tenu par des Russes, par des Américains ou par des Chinois, c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Et on sait, en termes de propriété de la dette, qui est propriétaire de la dette ou est-ce que c'est totalement opaque? Non, il y a une opacité parce que j'avais posé la question à Bruno Le Maire il y a Oui. 1 an de cela. Mmh. Et Bruno Le Maire m'a répondu en me disant: «Vous allez sur le site de France Trésor et vous trouverez la répartition de la dette». Sauf que sur le site de France Trésor, vous trouvez effectivement la répartition de la dette, mais ça, c'est ce que nous savons tous, mais vous trouvez en aucun cas les détenteurs, les pays, les origines des détenteurs de cette dette. Ça veut dire qu'on ne sait absolument pas si ce sont des fonds russes, chinois ou américains. Alors après, pour être tout à fait factuel et transparent avec vous, j'ai eu de nombreuses conversations à ce sujet avec des personnalités différentes les unes des autres, venues de milieux différents. On sait que la dette extérieure est détenue principalement par des fonds qui viennent d'Arabie Saoudite, Mmh beaucoup de mh. Chine, mais on sait que l'Arabie Saoudite, comme les Chinois, achètent
de moins en moins de titres obligataires français. Et ça Mmh. aussi, c'est une grande question, parce que justement, si on s'aperçoit que c'était essentiellement des pays qui deviennent, sinon des pays ennemis, mais des pays avec lesquels va régner une forme d'inimitié, là aussi la situation devient différente. Et beaucoup d'Américains tout de même, il y a pas mal d'Américains. Ouais, donc ça explique que quand on parle d'ingérence, on parle, jamais enfin quand, le gouvernement parle d'ingérence, il va pas regarder du côté des détenteurs de la dette ou Bah oui, beaucoup parce moins que en réalité. là, ce que je veux dire, c'est que vous avez 2 paradigmes. Ouais. Si vous avez beaucoup de Chinois et beaucoup de Saoudiens, des fonds, hein, parce que ce sont pas des Ouais. individus. Généralement, vous avez pas beau vous parlez avec tous les milliardaires du monde aujourd'hui, personne n'achète des titres obligataires. Vous avez pas un Mmh. milliardaire ou un multimillionnaire qui a je sais pas, parce qu'il faut quand même avoir pas mal de liquidités pour se mettre dans l'idée d'acheter des titres obligataires, et personne n'a envie d'acheter des obligations d'État, ça ne rapporte plus rien. Mmh. Mais lorsque vous avez des fonds qui sont chinois ou saoudiens qui achètent de la dette européenne, donc française, allemande ou italienne, heu, leur idée est d'investir la liquidité qu'ils détiennent. Lorsque vous avez des fonds, des compagnies financières ou non financières qui sont américaines, leur idée est tout autre, c'est de tenir l'Europe, c'est de s'approprier Mmh. l'Europe. Et la Ouais. meilleure façon de s'approprier l'Europe aujourd'hui pour les Américains, ça n'est plus par l'hégémonie du dollar, ça n'est plus par l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire par la militarisation de la monnaie, en quelque sorte, qui a régné, tout le monde le sait, ça c'est de notoriété, des années 40, on va dire, de Bretton Woods, jusqu'à la période de 71, avec la fin de la convertibilité. Un nouveau mode opératoire, mais qui a continué avec plusieurs paliers, je parle fréquemment. Il y a le système obligataire contemporain dans les années 90 qui a changé un petit peu les choses parce qu'on ne s'est plus endetté de la même façon, on s'est endetté d'une façon numérisée, alors que précédemment on ne s'endettait pas d'une façon aussi numérisée. Il y a eu une piqûre de rappel de cette monnaie dette qui est créée sans arrêt avec la première crise des subprimes, la crise des dettes 2008. souveraines en Europe, et aujourd'hui, on retrouve 2 dollars sur 3, le dollar qui est quand même toujours la grande monnaie de référence, hein, parce que c'est 60 Mmh. des réserves de change au sein des banques centrales, et on se retrouve avec 2 dollars sur 3 qui ont été créés en dehors des États-Unis. Et ça, très peu d'experts le soulignent. Et c'est capital Mmh. parce que ça souligne bien le caractère de monnaie dette qu'est le dollar. Aujourd'hui, le dollar est une monnaie dette et c'est une bombe à retardement. Et au-delà du dollar, c'est la monnaie en général, ce que j'appelle le global money, c'est-à-dire toutes les monnaies. Parce que, ouais, c'est comme par rapport aux BRICS. Quand on a tendance à se dire, bon, les BRICS ne vont plus accepter l'hégémonie du dollar, ils vont créer leur monnaie. En réalité, c'est pas la question, parce que les BRICS, ils ont déjà des monnaies. Ils ont déjà des monnaies très puissantes. Vous allez aux Émirats arabes unis, vous avez une monnaie qui plus est, qui repose euh, de très loin sur la stabilité du dollar, et qui est l'une des rares monnaies avec la couronne danoise pour les Émirats arabes unis à faire partie d'un système à taux de change fixe. Mmh. Après, vous avez le yuan en Chine, qui repose quand même sur une économie florissante et qui a une très grande marge de manœuvre, puisque pour le moment, les Chinois ont joué la carte de la monnaie faible et pas de la monnaie forte, pour Mmh. favoriser les exportations. Donc, tous ces pays-là, que ce soit l'Arabie saoudite, la Chine, tous les pays des BRICS, et je parle même pas de la Russie, qui est dans une situation un peu plus compliquée aujourd'hui, mais conjoncturellement, ont déjà des monnaies. Ce qui leur manque, c'est pas ça, c'est un système financier sur lequel ils aient la main. Ça veut dire que si les BRICS Mmh. venaient à faire dans quelques semaines, quelques mois, ce qu'on pensait qu'ils feraient ou qu'ils annonceraient en tout cas d'une façon plus précise le 22 août à Johannesburg, c'est-à-dire créer leur monnaie. Mais ça changerait pas grand-chose parce que si vous avez une monnaie qui va valoir par rapport à toutes les autres monnaies, qui va s'apprécier donc sur le marché d'échange, sur le forex ou sur le marché d'échange par rapport au dollar, à l'euro ou aux autres, vous êtes exactement dans la même situation. Mmh. Vous êtes dépendant d'un système monétaire qui est à 100 tenu pour le moment par Par l'Occident. les éme ouais. Contrairement à d'autres, je vous laisse reprendre ensuite, je veux dire, tant mieux, parce que je veux dire, moi je suis occidental, je suis français, je suis européen, je suis plus proche des Américains que des Chinois pour le moment. Alors j'entends souvent dans les commentaires, on dit: «Mais pourquoi avoir une passion pour les États-Unis si on est un vrai libéral, si on est...» heu, pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est la crème de l'Occident. Ça a été créé justement par rapport au condensé, au concentré de ce qu'il y avait de meilleur en Occident
et en Europe principalement. Vous avez un état d'esprit 100% occidental aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Chine. Et Oui, avec la question quand même de jusqu'où ça peut aller, sur, le délitement aussi de cette réflexion-là et puis cette monnaie dette, le dollar, qui est, comme vous le dites, une bombe à retardement. Donc il y a quand même un temps peut-être compté, par rapport à cet Occident-là, qui a peut-être aussi eu un péché d'orgueil, par le passé et encore actuellement dans sa façon de voir le monde. un péché d'orgueil, je sais pas s'il y a eu un péché d'orgueil, j'ai pas l'impression. Je pense que les Américains, une fois de plus, je suis pas aveuglément pro-américain, hein, c'est pas la question, hein, Mmh. parce que je lis Non, beaucoup non. de choses à ce propos. C'est pas, mon but, ça n'est pas de défendre les États-Unis, mais c'est de souligner que les États-Unis ont réagi en temps et en heure, comme il fallait réagir pour conserver leur hégémonie et pour dessiner une histoire qui leur soit vertueuse. Et ils arrivent à le faire encore aujourd'hui. Et je lisais d'ailleurs un papier dans les Échos, il y a un jour ou deux, de Janet Yellen, qui disait qu'il fallait se méfier donc de la domination chinoise Mmh. qui repose sur une concurrence déloyale et une surproduction chinoise. Ça veut dire que jusqu'à présent, les Chinois ont joué la carte, comme je le disais précédemment, d'une monnaie faible, d'un yuan faible, pour favoriser leurs exportations. Mmh. Et le yuan, on s'en aperçoit aujourd'hui, s'il devait avoir une réelle concordance avec l'économie à laquelle il est affilié, c'est-à-dire celui de la Chine et des pays environnants, parce que vous avez quand même des pays comme l'Arabie Saoudite qui commencent à traiter de plus en plus en yuan. Même l'Argentine traite en yuan pour Mmh. Mmh. certaines sociétés, Whirlpool en Argentine notamment, qui avait fait passer des paiements en yuan. Et l'euro devrait valoir beaucoup moins que le yuan, s'il y avait une logique. Et pourtant, l'euro s'apprécie beaucoup plus que le yuan. Parce que nous avons des politiques monétaires en Europe qui visent à avoir une monnaie forte. Et plutôt que d'avoir une monnaie forte, puisque nous n'avons pas l'économie qui permet d'avoir une monnaie forte, nous avons une monnaie chère. Et les Chinois, c'est tout à fait l'inverse, ils ont une monnaie qui devrait être une monnaie forte. Mmh. Mais pour favoriser leurs exportations, ils font l'effort d'avoir une monnaie faible. Alors justement, tout est question de monnaie dans les échanges internationaux, on a l'impression, Bon, mais pas que. Il y a aussi la vente d'armes quand même, hein, parce que l'hégémonie américaine, elle repose aussi sur, la guerre perpétuelle, la guerre, par proxy, là, on d'une est déjà certaine sur un façon. terrain géopolitique, plus Oui, voilà, monétaire. et pas seulement monétaire, mais pour rester sur la monnaie, est-ce que vous pensez que l'euro a un avenir? Non, 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 l'euro n'a pas d'avenir. Non, Alors non, pourquoi? malheureusement, non, non, je vais être très clair, l'euro n'a pas d'avenir parce que, heu, premièrement, si, dès que vous ouvrez un tiroir dans le système européen, vous vous apercevez qu'il y a là aussi une bombe à retardement. Donc la Mmh. première bombe à retardement, c'est le système Target 2, qui fait qu'on est allé bien plus loin, je le dis régulièrement. Il y a plusieurs personnes qui soulignent ceci et plusieurs experts, hein, je veux dire, je suis pas le Ouais. seul. Heu, on est allé plus loin que les Américains et on ne réajuste jamais dans l'eurozone la balance commerciale. Ça veut dire que vous avez des pays qui sont excédentaires, d'autres commercialement qui sont déficitaires, et l'un de l'autre ne réajustent jamais leur balance commerciale. Donc aux Ouais. États-Unis, vous prenez un exemple, vous allez avoir des États comme le Texas qui ont des balances excédentaires vis-à-vis du Nebraska. Et chaque fin d'année, ils ont un système dont j'oublie le nom, mais qui est l'équivalent de notre Target 2 européen. Le Nebraska va s'acquitter de son passif vis-à-vis du Texas. En Mmh. Europe, c'est différent, j'en ai parlé régulièrement, on s'acquitte d'aucun passif, on inscrit un actif et un passif sur un registre de compte qui s'appelle Target 2. Donc à partir de là déjà, ça veut dire que vous avez des pays qui génèrent de la richesse, qui vont travailler pour des pays qui n'ont pas généré suffisamment de richesse, voire même qui ont généré de la richesse, mais qui, par mauvaise gestion de leurs finances publiques, ont été obligés d'éponger une partie de leur richesse. Et donc, le premier pays qui a généré de la richesse ne va pas profiter de son avantage. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez une banque centrale européenne qui Mmh. a un mandat. C'est la stabilité de la monnaie. Alors, le bas blesse, parce que si vous avez une banque centrale qui est une banque centrale émettrice de monnaie pour plusieurs États et qui a un mandat et qui a la stabilité monétaire, qu'elle a fixé un peu plus haut que ce que je préconiserais, parce que personnellement, je pense que la stabilité d'une monnaie,
et de toutes les monnaies devrait s'inscrire à 1%, pas à 2%. Si vous voulez avoir à la fois de la prospérité économique, de la stabilité sociétale, monétaire, et pouvoir investir sereinement dans les appareils de production, il faut avoir 1% d'inflation, pas 2%. Mmh. Mmh. La Banque centrale européenne a décidé qu'il valait mieux avoir 2%. Écoutez, pourquoi pas à la rigueur. Mais la Réserve fédérale a deux mandats. C'est la prospérité de l'économie américaine, plus la stabilité du dollar. Et le dollar, c'est différent. C'est une monnaie, mais j'ai pour habitude de dire que le dollar est taux monnaie, ce que les auxiliaires être et avoir sont au verbe. Ils ont la même vocation, mais à la fois beaucoup plus, et ils permettent également la conjugaison des autres verbes. Et le dollar permet la conjugaison des autres monnaies. Mmh. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, une banque centrale européenne qui va être obligée, on en a la certitude, d'une façon directe ou détournée, détournée c'est peut-être un petit peu fort, mais on va dire inavouée, pour pas heurter la sensibilité des banquiers centraux européens, du Conseil des gouverneurs, qui va être contrainte de venir en soutien aux États de l'eurozone. Ça veut dire que on n'arrive pas à lever suffisamment d'impôts en France, on a 5,5 de déficit, on n'a pas suffisamment de recettes, et je crois quand même que le gouvernement s'aperçoit que si demain, il décide de taxer l'épargne, il décide de mettre la main sur une partie du parc immobilier, là aussi d'une façon détournée, parce que ça peut se faire avec un impôt sur la fortune augmentée, comme je le disais précédemment, Mmh. ce gouvernement ne se met pas à l'abri qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue et qui n'acceptent pas, ou pire, qui au-delà de descendre Déjà dans la eu, rue, ouais. quittent le pays. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale européenne est obligée de venir en secours à l'État français et d'acheter des obligations d'État françaises. Je vous laisse reprendre, on va revenir sur le sujet parce que ça, c'est Oui, assez parce que important également. oui, parce que en fait, c'est là où ma question était exactement pour montrer ça. C'est que l'euro est une monnaie qui ne peut pas exister sur le long terme, compte tenu des disparités économiques et du rôle de la banque centrale. Pour ce qui est du dollar, monnaie dette, est-ce qu'il y a une sortie possible, sans crise mondiale? Ou est-ce qu'à un moment, la dette américaine va être telle que le dollar n'aura plus lieu, n'aura plus cours? Enfin, comment ça peut se passer avec autant de dettes quand on voit le montant de la dette américaine? On peut se poser des questions, et aussi, le changement dans les échanges internationaux, on en parlait en introduction, sur, les BRICS qui cherchent aussi, un système parallèle, ou du moins un système concurrent à celui mis en place par les occidentaux. Mais alors, c'est intéressant parce que là, il y a deux façons de voir les choses. Vous avez un pays justement qui a émis énormément de dettes. Il y a énormément de dettes aujourd'hui qui est liblée en dollars dans le monde. Mmh. Et on s'aperçoit qu'en 2023, les Chinois ont encore acheté des montants colossaux de trésoreries américains. Ça a été des Ouais. records d'acquisition en 2023. Les Japonais aussi, hein, je crois, Les c'est des gros Japonais détenteurs. aussi, mais beaucoup les Chinois, beaucoup plus les Chinois. Donc là, il y a deux paradigmes. Il y a trois mondes aujourd'hui. Il y a l'Occident et il y a le Sud global. Ça, c'est la première partie. Mais au-delà de ça, vous avez le Sud global qui est assez uni, qui va trouver un nouvel Eldorado qui s'appelle l'Afrique, mais qui sera jamais une puissance. En tout cas, pas de mon vivant, pas du vôtre, pas durant les 40 ou 50 années à venir, mais qui va être ce que les pays émergents étaient à l'Occident jusqu'à présent. Ça veut dire que beaucoup de pays, parce qu'ils ne l'ont pas colonisé jusqu'à présent, et ça va être la Russie, la Chine, vont pouvoir conquérir l'Afrique et coloniser l'Afrique, mais d'une façon différente, hein, pas comme nous l'avons fait en Europe. Donc Mmh. vous avez le Sud global avec des pays qui sont bien organisés. Pour certains au Moyen-Orient qui n'ont aucun problème social, parce que si vous allez en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, il n'y a absolument aucun problème social, tout est contrôlé, vous avez beaucoup de richesses, vous avez beaucoup d'exportations. Pour d'autres, où les problèmes sociaux sont jugulés, je pense à la Chine en particulier, mais en tout cas, tous ces pays partagent un élément, c'est qu'ils ont beaucoup d'exportations. Ils ont beaucoup de Mmh. capacité à exporter de la richesse. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis, qui ont encore une grande puissance, notamment dans les appareils productifs de notre époque, c'est-à-dire Internet, les GAFAM, Amazon, Google, Facebook, la capacité militaire, une forme Mmh. d'insularité, même si c'est pas une insularité géographique, mais ils ont le Mexique d'un côté, le Canada de l'autre, ils sont très éloignés du reste du monde. Militairement, ils risquent, je dirais pas grand-chose ou pas la même chose que ce que risquent
l'Europe. Et on s'en Mmh. aperçoit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et qui ramène le sentiment d'insécurité sur le sol eurasiatique. Mmh. Et donc ça veut dire que vous avez 3 mondes. Il y a un monde qui est le monde américain, qui va avoir besoin, pas d'argent, mais qui va avoir besoin, avec les unités de mesure de la richesse des temps à venir, de récupérer la richesse du reste du monde. Mmh Pour mh. l'Europe, ça va être assez simple, ils vont la saisir. Ça veut dire qu'ils vont lui prêter beaucoup d'argent et petit à petit, ils vont se payer sur la bête. Ils vont récupérer des appareils de production, ils vont récupérer de l'immobilier et par le biais de la taxation qui va être mise en place par le gouvernement, si les gouvernements ne changent pas, mais par les gouvernements en vigueur aujourd'hui, ils vont détenir l'épargne privée des Européens et plus largement le capital des Européens, c'est-à-dire le patrimoine immobilier des Européens. Pour le reste du monde, la troisième partie, c'est-à-dire les BRICS, la Chine notamment, on va prendre le cas de la Chine. Si demain, la Chine devait... Vous savez qu'ils ont quand même, sur le global money, il y a 90 000 milliards de monnaie en circulation, il y a un tiers de la monnaie globale qui est logée en Chine. Il y a Mmh. 27 trillions qui est logé en Chine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Chinois ont quand même accepté de travailler beaucoup pour avoir une monnaie qui est très liquide effectivement, mais qui perd énormément de sa valeur, puisque la monnaie fiat, comme je disais, la seule monnaie qui existe, que ce soit le yuan ou le dollar, ou même le franc CFA congolais, si vous avez 2000 francs CFA, vous avez $1. Mais le global money, ça vaut pas grand-chose et ça va valoir de moins en moins. Et ça va être de plus en plus compliqué à exploiter pour dessiner le monde. Et les Chinois ont fait quand même l'acte de soumission vis-à-vis du reste du monde, de se faire payer avec cette monnaie, de récupérer beaucoup de cette monnaie, de financer la dette américaine au détriment de leurs exportations. Parce qu'ils Mmh. envoient de l'énergie productive et de la ressource économique, qui pourrait être mesurée avec une monnaie beaucoup plus stable. Mais est-ce que ça peut prendre fin? Est-ce qu'à un moment, la Chine peut dire: «Bon, bah, écoutez, voilà, on arrête, on a suffisamment de capacité militaire pour faire armes égales avec les États-Unis. Votre dette, on n'en a plus rien à faire. Elle ne vaut Faire plus armes rien». égales, non. Ils n'auraient pas Pas intérêt à aujourd'hui, aller... pas aujourd'hui, mais mais est-ce que ça Non, peut prendre fin? ça peut prendre fin, mais ça prendra fin sur le terrain des exportations. Et Ouais. là, les grands perdants, Mais ça va Trump être... avait déjà mis en place cette guerre commerciale avec la Chine. Ouais, et il va la remettre s'il arrive au pouvoir. J'ai discuté avec un très Mmh. proche de Trump encore récemment, et c'est réellement l'idée de Trump. Et j'ai envie de dire, Mmh. il a bien raison. C'est pas, je suis pas Trumpiste, c'est pas la question. Mais les États-Unis et les Chinois vont parvenir à dialoguer. Les Mmh. Européens ne pourront pas dialoguer. Parce qu'à une Non. époque, justement, vous regardez le cours de l'euro, on parlait des monnaies précédemment. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est Que l'on ait Nokia à l'époque où Apple n'existe presque pas, ou qu'aujourd'hui le marché soit dominé sur la téléphonie mobile par les Asiatiques et par les Américains, et que nous, on ait perdu toutes nos capacités par ailleurs, même sur les semi-conducteurs. En 1990, mmh. on avait 38% d'exportation mondiale de semi-conducteurs les plus avancés, et aujourd'hui, on est à 15%. Et Thierry Breton nous dit il faut absolument qu'on relance les semi-conducteurs sur le sol européen. Il était C'est pas très bien. patron d'Atos à une époque, Thierry Mais voilà, mais Breton, je veux dire, ce qui C'est est dingue. formidable, c'est qu'on a aujourd'hui au pouvoir, d'une façon directe ou détournée, parce que Mmh. Thierry Breton est au pouvoir, hein. Le Oui, oui. véritable pouvoir, sont pas les députés, ce ne sont pas les 4 députés insoumis qui arrivent avec des briques de lait à l'Assemblée nationale, qui font du cinéma, ou le Rassemblement national qui a pris le fer de lance de l'immigration d'une façon ultra populiste, parce qu'ils n'osent même pas aller au fond du sujet migratoire, qui est une véritable problématique. Le véritable pouvoir, il est logé à la Banque centrale européenne, puisque la Mmh. Banque de France n'est plus un organisme émetteur de monnaie, à la Commission européenne et au Parlement européen. Et donc ça veut dire que ces gens-là qui sont au pouvoir depuis des années nous disent effectivement ce qu'il faudrait faire, alors qu'ils ont fait exactement l'inverse depuis une vingtaine d'années. Vous Non, regardez mais le... Je vous en prie. ces gens-là sont au pouvoir parce qu'ils ont aussi appliqué une politique favorable aux intérêts américains. Ils étaient pas là pour défendre les intérêts français ou même Oui, européens. C'est pour ça absolument. qu'ils sont au pouvoir. Mais ils ont capturé. C'est une réalité. Moi, je veux dire, j'ai pas peur de le Mmh. dire, la Banque centrale européenne et la Commission européenne détiennent le pouvoir d'une main de fer, et elles ont capturé le pouvoir littéralement. Ça, c'est une Mmh. réalité. Quand on parle de la... on vous dit systématiquement
les gouverneurs ont voté à l'unanimité. Mmh. Et bien souvent, il y a un gouverneur, il est hongrois, j'ai eu l'occasion d'échanger une fois avec lui, il est un petit peu plus sur ma ligne et il est un peu plus, respectueux de la monnaie, si je puis dire. Il s'était opposé d'ailleurs aux politiques de TLTRO, quantitative easing, mais vous n'êtes pas là, Alexis, et moi non plus, pour vérifier si les gouverneurs ont voté à l'unanimité. Pas du C'est ce tout, qu'on nous ouais. raconte, voilà. Et je veux dire, quand vous avez un commissaire européen au commerce extérieur, Ouais. à la Commission européenne, quand vous avez un Parlement européen, vous n'y assistez jamais, vous savez absolument Mmh. pas ce qui se passe. Les bruits de couloir, vous les avez pas parce qu'il y a 46 000 presses, il y a de la presse allemande, il y a de la presse française, il y a un peu de presse italienne, un peu de presse espagnole. À quoi nous sert l'Assemblée nationale et à quoi sert le Sénat si au final on est contraint de se coucher face aux diktats et aux décisions qui sont prises par Ah la ouais. Commission européenne et par la Banque centrale européenne? À Ce qui la est le cas rigueur, actuellement, hein. C'est le cas ce qui est le cas aujourd'hui. actuellement. Mmh. Je vais vous dire, personnellement, je suis et je prône une sortie immédiate de l'eurozone. On doit sortir immédiatement des traités européens que nous ne respectons même pas. Parce que l'endettement qui était imposé par les traités européens, si à la rigueur on devait être européiste, si on devait être favorable à l'eurozone, et si on devait être européen au sens maastrichtien du terme, hein, parce que sinon, Mmh. de l'autre côté, moi je suis à 100% européen, pour la Oui, nation, sur je veux la dire, des pour l'état de nations, la qui culture sont voisines européenne. et J'adore mmh. l'Italie, j'adore l'Espagne, la culture anglo-saxonne, je suis tombé amoureux quand j'avais 15 ans de la philosophie allemande, ça a été l'histoire de ma vie, une partie de l'histoire de ma vie, donc la culture européenne me passionne évidemment, mais pas au sens politique du terme, on n'a pas besoin d'avoir des actes politiques, une Europe Mmh. fédérale, une Europe qui décide de tout, qui décide pour les nations, à l'encontre des populations, pour que l'Europe soit grande. Mais Mmh. dans le pire des cas, si on devait avoir une Europe telle qu'elle est imaginée, il aurait fallu que cette Europe respecte les 3% de déficit qui avaient été imposés, les 60% d'endettement, on est autour de 110 en France aujourd'hui, les Allemands sont à 65 ou 66, ils sont un peu plus raisonnables là-dessus, mais il faut savoir qu'au-delà des 60%, les décideurs, ou en tout cas les architectes de l'eurozone, avaient décrété que si un État venait à dépasser 96% et demi d'endettement public, il devrait quitter sur le champ, mot pour mot, l'eurozone. Et On est à aujourd'hui, on plus de est à 110. 110%. Oui, c'est ça. Et on était monté à 113 et Ouais, non. on a 5,5 de déficit et on avait promis 4,9. Et je veux dire, le gouvernement, lorsqu'il nous disait on aura 4,9 de déficit, moi, il y a plusieurs mois, je disais ça n'est pas possible. Et j'ai fait des vidéos YouTube, Mmh. on peut les retrouver. Je peux vous montrer que je vous disais, et je veux dire, je m'envoie pas des fleurs parce qu'on est nombreux à l'avoir dit. Marc Toiti le soulignait également. On disait, c'est pas possible avec cette gestion, c'est pas possible. Et aujourd'hui, quand le Mmh. gouvernement, et je veux dire, je comprends même pas pourquoi il se targuait d'avoir 4,9 à afficher, puisque les traités de l'eurozone qui devraient respecter imposent 3% de déficit. Ouais. Par ailleurs, aujourd'hui, ils nous disent, on va revenir à 3% d'ici à 2027. Et moi, je vous dis, ça n'est pas possible à nouveau. Mmh. Parce que si vous revenez à 3%, il n'y a qu'une solution. Ça voudrait dire que l'État a été en situation de mort cérébrale, je dirais, parce que État ne fait pas faillite, mais qu'il a été obligé, parce que plus aucun de ces coupons obligataires émis sur les marchés n'aura été acheté, et qu'il ne sera pas parvenu à saisir sa population comme il risque de le faire, de Ouais. réduire drastiquement son train de vie. Ça, c'est la seule solution pour qu'on revienne à 3% de déficit. Et c'est pas du tout la ligne de conduite qui est affichée par les Bah, gouvernants c'est aujourd'hui. 10 milliards, 20 milliards d'économies, mais il en faudrait 80, Mais 100 c'est par rien, an pour c'est arriver rien, à il 3%. en Ouais, faudrait. ouais, Si on devait tenir cette année, il aurait fallu 40 milliards d'économies. c'est Mais je veux ça. dire, on a 3 000 milliards de dettes avec une duration moyenne qui est de 7 ans. Et aujourd'hui, vous avez des gouvernants, et je me suis retrouvé face, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était justement la porte-parole du gouvernement qui me disait ça, qui me disait, mais on a prévu 10 milliards d'économies. C'est rien. Alors, comme on s'était un peu accroché sur la dette précédemment, j'ai pas insisté pour rester courtois, si je puis dire, mais je veux dire, 10 milliards d'économies, mais c'est rien. On est sur l'histoire Ouais. du joueur de casino qui a flambé 40 000 euros dans la soirée et qui rentre chez lui et qui dit à sa femme, demain, Mais j'économiserai sur 2 le €, ballon ouais, rouge. c'est Mais ça. c'est vraiment, Mais c'est du cinéma, c'est de la littérature.
Mais alors, à propos de cinéma, il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin et on voit que la campagne, pour, notamment la majorité, tourne autour de l'Ukraine. Est-ce que pour vous, l'Ukraine, c'est notre guerre, comme ils aiment à le dire? Est-ce que c'est là que se joue l'avenir de l'Europe? Non mais j'allais dire on est fou, mais c'est un peu prosaïque, on est irresponsable, on est littéralement Mmh. irresponsable. Heu, qu'on soutienne les Ukrainiens. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens. J'ai même rencontré Zelensky. J'avais organisé une Mmh. émission dont j'étais rédacteur en chef. J'ai échangé en anglais avec Zelensky. J'ai eu un très bon rapport avec Zelensky, avec l'ambassadeur d'Ukraine, avec beaucoup de personnes, avec énormément d'Ukrainiens. J'ai de très bons rapports avec des Russes également, des ambassadeurs, des diplomates russes. Et je n'ai aucune origine ni ukrainienne ni russe. Et j'ai aucune affaire en cours ni en Ukraine ni en Russie. Donc je vous parle en pas de parti pris. On ne doit pas s'approprier cette guerre. Si on doit soutenir les Ukrainiens, la première question est monétaire. Avec quel argent allons-nous le faire? Parce qu'on envoie de la monnaie en Ukraine. Mais si c'est pour que la Banque centrale européenne, dans 6 mois, parce que la Banque centrale a quand même fait passer un communiqué il y a quelques semaines en disant qu'elle allait normaliser ses achats de titres à long terme et sa politique monétaire, dite jusqu'à présent non conventionnelle. Ça veut dire qu'elle va procéder à nouveau à ce qu'on appelait le quantitative easing, l'assouplissement Ouais. quantitatif, ou à des prêts à des taux très favorables qu'on avait appelés TLTRO aux banques commerciales qui prétendument devaient servir à prêter aux ménages et aux entreprises, et pour Elles ont lesquels gardé on la s'est monnaie, aperçu que les banques commerciales ont acheté des obligations d'État. Donc ouais. ça, c'est de la politique non conventionnelle qui sert à financer le déficit public. Ouais. Et la Banque centrale européenne nous dit aujourd'hui qu'elle est en train de normaliser la politique non conventionnelle. Donc ça veut dire qu'elle va à nouveau venir en aide à des États qui ont décidé à l'unanimité, enfin en France, sans Ouais. consulter le peuple, d'envoyer de l'argent en Ukraine. Mais ça, c'est un grand sujet, mais il faut réaliser des audits et c'est pour ça que je parle de la dette publique d'abord et que je parle de Ouais. trajectoire monétaire. Si on ne sait pas exactement si j'aimerais en parler avec monsieur Macron et lui poser la question très directement et lui dire: «Monsieur le président de la République, vous avez aujourd'hui 5,5 de déficit. Je conviens que la situation soit compliquée à la fois sur le plan géopolitique, civilisationnel du terme, parce que même, je vais vous dire, Macron n'a pas tous les torts. Il en a énormément, il en porte énormément, mais il n'a pas tous les torts. Parce qu'il y a de gros problèmes qui vont bien au-delà et qui représentent un déclin réellement civilisationnel et qui est très inquiétant, que l'on retrouve à la fois en Chine ou dans les parties les plus prestigieuses du monde, que ce soit à Dubaï, aux Émirats, où je me rends régulièrement, ou même aux États-Unis. Il y a un déclin qui entraîne vers la dégringolade également l'économie mondiale. Et je lui poserai la Oui. question, monsieur le président de la République, est-ce que vous avez pris des discussions et des accords avec la Banque centrale européenne et madame Lagarde pour des opérations à nouveau, on les appellera différemment, mais d'assouplissement quantitatif qui viseront à éponger votre déficit? Si oui, vous êtes conscient, par conséquent, que les Allemands, qui ont une économie qui fonctionne mieux que la nôtre, ne vont Ah, peut-être pas accepter immédiatement qu'on fasse baisser la valeur de notre monnaie parce que la France a été moins gérée et ça veut moins bien gérée que l'Allemagne. Et ça veut dire qu'à partir de là, est-ce que vous avez pris ceci en considération avant d'investir tant ou tant de milliards pour le soutien en Ukraine? Il y a quand même mmh. une réalité. Quand vous dites ça aujourd'hui, on vous fait passer soit pour un illuminé qui ne connaît rien à l'économie. Je connais 10 fois plus de choses à l'économie que les personnes que je vois sur bien des plateaux de télé qui vous disent: «L'argent est magique, ne comparez pas les finances d'un ménage avec les finances d'un État». Si, c'est exactement pareil. À la rigueur, pour aller dans leur sens, ne comparez pas les finances d'une banque centrale avec les finances d'un ménage. Parce que là, oui, effectivement, une banque centrale ne peut pas faire faillite, mais un État peut faire Peut faillite. faire faillite, bien Ça sûr, ouais. existe. Ouais. Les Chypriotes ont fait faillite. Je veux dire, l'argent chypriote est parti en fumée, Mmh. c'est une réalité. Et donc, L'Argentine, voilà, l'Argentine également, et il y a mais même la Turquie a fait faillite d'une certaine façon. Quand vous avez 140 d'inflation en Turquie, vous allez en Turquie, je parle de la Turquie assez régulièrement parce que la Turquie, c'est un pays qui se porte comme un charme, j'ai envie de dire. Vous avez une industrie qui fonctionne bien, vous avez des appareils de productifs qui marchent, vous avez le monde entier qui se rend dans des cliniques turques. Et pourtant, leur monnaie s'est totalement effondrée. Ils sont obligés de traiter un peu avec des crypto-monnaies pour certains marchés. Lorsqu'ils ont, même sur l'immobilier, ils font des transactions en dollars
dans le petit commerce, il y a encore pas très longtemps, ils traitaient énormément en or. Ils se faisaient des grosses factures directement, ils faisaient passer des paiements en or. Parce qu'ils ont un problème de monnaie. Et nous, en Europe, on court vers un problème monétaire. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas les moyens de relancer notre appareil de production, qui plus est, qui est assez robuste. On a des choses à faire. Il y a énormément de capacités en Europe par rapport à la mauvaise gestion, parce qu'on a politisé, on a donné un aspect politique à notre monnaie. Or, justement, est-ce que c'est pas une course en avant avec l'Ukraine pour masquer cette faillite et dire finalement on peut compter sur l'économie de guerre pour relancer en partie l'industrie? Pas pour relancer, mais pour aller dans votre sens, je ne serais pas étonné dans un raisonnement machiavélique. C'est pas une attaque frontale parce que Macron a fait sa thèse, ou en tout cas un mémoire sur Machiavel. Il avait étudié Machiavel dans sa jeunesse. Qu'Emmanuel Macron nous dise, Bruno Le Maire aussi d'ailleurs, on va revenir d'ici à 2027 en dessous des 3% de déficit, en se disant, mais quoi qu'il en soit, étant donné qu'on va entrer dans une économie de guerre et qu'on va modifier les traités, parce que normalement on ne pourrait pas entrer en économie de guerre. Pour entrer en économie de guerre, il faut, les mots ont un sens, en tout cas jusqu'à présent ils en avaient, il faut que la souveraineté de la nation soit en danger. Aujourd'hui, la souveraineté de la nation française n'est pas mise en danger par la Russie. C'est une réalité. Non, je suis pas par la Commission européenne, mais pas. Voilà, par oui, non, mais je veux dire, on peut pas. Voilà, il faut pas. On peut pas inventer s'inventer un aspect victimaire, une dimension victimaire que nous n'avons pas. C'est un grand danger. Ouais. Et à la rigueur, c'est par rapport aux attaques frontales qu'on a faites à l'endroit des Russes qu'on peut être plus en danger aujourd'hui que nous ne l'étions il y a quelques mois. Mais donc, mettons que les deals politiques européennes et françaises fassent fi de tout cela, et que l'on nous entraîne vers une économie de guerre. Effectivement, en 2027, à la sortie du gouvernement Macron, vous aurez des représentants qui vous diront, comme on nous a dit, mais il y a eu le Covid, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on laisse tout le monde mourir et qu'on laisse les sociétés s'effondrer? On dira, mais là, on a été en économie de guerre, évidemment qu'on n'a pas pu revenir en dessous des 3%. Qu'est-ce que vous répondrez? C'est à peu près ça, ouais. Vous répondrez la même chose que je réponds aujourd'hui quand on me parle du Covid. C'était avec la porte-parole du gouvernement là aussi. Je lui dis, mais madame, les opérations de quantitative easing, alors c'est vrai que là on me regarde avec des grands yeux, c'est pour ça que j'explique à chaque fois ce qu'est le quantitative easing, c'est de l'impression monétaire tout simplement, puisque la Banque Centrale Européenne achète sur le marché secondaire des obligations des États qui avaient été émises par les États de la monnaie qu'elle régit, ce qu'elle s'était interdit au départ, lors des préceptes de l'eurozone, et ça fait baisser le taux naturellement auquel s'endettent les États, puisque cette dette est rachetée, sauf qu'elle est rachetée par la Banque centrale, qui voit son bilan énormément grossir naturellement. Donc les sociétés, que ce soit financières ou non financières, les banques qui détenaient cette dette, trouve un repreneur, sauf qu'il n'y avait pas de repreneur, il n'y avait personne pour acheter cette dette, il fallait que ce soit la Banque centrale elle-même qui la rachète, donc c'est une impression monétaire détournée, puisque le fait de l'avoir acheté, cette dette sur le marché secondaire, la Banque centrale permet aux sociétés qui la détenaient, financières ou non financières, ou aux banques, de racheter de la dette qui est nouvellement émise. Et c'est de la cavalerie monétaire, tout simplement. Et donc, je veux dire par là que lorsque je parlais du quantitative easing à la porte-parole, je lui disais, mais ça a démarré parce que l'argument qui m'était envoyé une fois de plus, c'est le Covid. Alors là, on a tout dit. Une fois qu'on dit on a eu le Covid, on peut signer des chèques, des blancs-seings, il n'y a pas de problème, on a sauvé le monde. D'accord, mais c'est pas ça l'économie de marché. Je vais même être un petit peu plus philosophe pour le fait là-dessus. Même s'il y avait des sociétés qui devaient faire faillite, déposer le bilan par la faute du Covid, c'est normal, monsieur Poulain, ça fait partie de l'économie libérale. Depuis la nuit des temps, lorsqu'il y a une demande qui est interrompue par les réalités, que ce soit la peste, le choléra, les ouragans, ou une nouvelle demande, ou la fin d'une demande, ou un nouveau projet, on appelle ça le progrès. Et c'est la première fois de l'histoire qu'on nous dit non, le progrès ne doit pas exister, on doit le contrôler, on doit le financer sur décision politique avec l'argent du peuple. Et lorsque je parlais du Covid, je disais non, c'est faux. Les TLTRO, ça a démarré en 2010, et le quantitative easing aux États-Unis, ça a démarré en 2010. Et en Europe, ça a démarré en 2015. Et en 2015, il n'y avait pas de Covid. Et le Covid, on a pu le faire parce qu'on avait commencé à s'endetter d'une façon démesurée. Voilà tout. Et aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, là aussi, ça me fait rire parce que d'un point de vue monétaire, on a l'impression... Enfin, je veux dire, vous observez dans l'histoire la révolution, sans aller jusqu'à la néolithique, mais industrielle, il y a un siècle et demi, qui a donné des outils formidables, dont
l'envers et le revers forment une même pièce, pour ainsi dire, c'est-à-dire le progrès et la catastrophe d'un côté et de l'autre, parce que quand vous avez créé le nucléaire, vous avez eu Tchernobyl. Quand vous avez créé la voiture, vous avez eu le bruit, la pollution. Lorsque vous avez créé l'ordinateur et le téléphone mobile, vous avez eu la 5G, vous avez eu les ondes et vous avez eu des cancers. Mais tout ceci a représenté le progrès, avec ses aspects positifs et négatifs. Mais il me semble qu'il était bien plus complexe de créer le nucléaire que de créer la transition écologique, qui devrait ne rien représenter d'autre qu'une diminution, un rétropédalage de la productivité. Et pourtant, on a pu contribuer à tous ces progrès grâce à l'économie libérale. Ça veut dire que c'est la demande, et c'est le bon sens, et l'innovation, et les savoir-faire, et la culture, et le savoir, et la formation, qui ont permis de trouver des financements et de générer des financements pour arriver à faire naître la voiture, le moteur, le nucléaire, le numérique, les technologies blockchain, toutes ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui, l'essor fulgurant également de la médecine au XXe siècle. Et aujourd'hui, pour la transition écologique, on nous dit il va falloir émettre des titres obligataires verts. Ça veut dire que c'est la banque centrale qui va devoir imprimer de la monnaie sur le dos de la population, parce qu'elle va émettre des titres obligataires à des taux plus avantageux, ou pour que certaines banques dites vertes par rapport à d'autres banques qui seront moins vertes, ça les faveurs du régulateur. Là, je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on a, pour la première fois de l'histoire, un progrès. Parce que si on parle de transition écologique, à la rigueur, je veux dire, je suis pour, moi. Il me paraît tout à fait logique qu'il faille revenir à des préceptes plus naturels, plus, comme dit Hubert Védrine, vers une écologisation des choses. Ça veut dire qu'on ramène un aspect écologique dans l'industrie, dans la médecine, dans la façon de se mouvoir. Oui, on prend en compte l'environnement de manière mais plus je ne large. vois pas en quel sens la Banque centrale européenne, je lis dans Le Monde assez régulièrement. Alors, Le Monde, j'ai fait passer des tribunes dans Le Monde, ils sont très bien par ailleurs sur certains sujets, mais je lis des papiers, je ne citerai pas de nom, d'économistes ou d'analystes économiques, là aussi, qui nous chiffrent le montant de la transition écologique. Mais mesdames, messieurs, vous chiffrez avec une monnaie fiat qui n'a jamais été aussi instable. Sur 40 ans, on nous dit, non mais que vaudra l'euro ou le panier de devises aujourd'hui dans 40 ans? Et on nous chiffre ça sur des milliards en disant, comme s'il allait y avoir une transition qui allait apparaître également. La transition écologique, ça n'existe pas. Il y a du bon sens à intégrer dans les raisonnements qui font de l'industrie et qui font partie du progrès et qui vont permettre une écologisation des choses et un respect de l'écologie, un retour au respect de l'écologie dont on s'est éloigné. Mais ça ne doit pas être financé par de l'argent public. Parce que vous regardez l'Allemagne, on a bien vu d'ailleurs, il y a des sociétés comme Siemens qui ont été sauvées par le gouvernement allemand, donc c'est là où il va y avoir des accords, parce que là aussi la Banque centrale est un peu derrière d'une autre façon. Donc Siemens avait lancé un grand plan d'éoliennes qui n'a pas rapporté un sou. Ouais, c'est revenu dessus. Ouais. C'est revenu dessus. Qui a financé? L'Allemagne avec de l'argent public. Mais ça a servi à quoi? Si l'opération n'a pas marché, si ça a été un flop, est-ce que vous pensez que les 15 milliards, je crois que c'était 15 ou environ, que vous allez donner à Siemens, a contribué à ce que l'on se dirige vers la transition énergétique? Mais pas du tout, absolument pas. On est en train de faire exactement l'inverse de ce qui permettrait de revenir à une société qui contribue au bien vivre de la civilisation. Le glyphosate, il fallait l'interdire. Le téflon, je me souviens pas du nom. Les PFAS, les polluants éternels. On les interdit dans les vêtements, mais pas dans les poils. Le grand danger, il est dans les poils. Je veux dire, que vous ayez des baskets aujourd'hui avec des PFAS, il n'y a pas de risque. Par contre, moi, ça fait des années que je n'ai pas une seule poêle en téflon chez moi, que je me regrette d'ailleurs d'aller au restaurant régulièrement, et qu'il y a du téflon dans bien des restos et de partout aujourd'hui. Mais je veux dire, s'il n'y avait pas le poids des lobbies corrompus qui siègent en face de la commission de Bruxelles, là aussi, et qui passent un coup de fil en disant non, il y a eu un écolo qui a eu une idée, qui a dit il faut interdire ça, vous l'interdisez de partout, sauf là où il faut l'interdire, parce que nous, on veut encore profiter de ce système-là et on a encore des choses à vendre là-dessus. S'il y avait réellement une élite politique qui soit déconnectée de l'économie de marché
et qui laisse le libéralisme faire son travail par contre, et qui ne sanctionne pas le libéralisme quand il existe, mais qui joue son rôle d'élite politique, et d'autre part, qu'il y ait une autre élite qui soit monétaire, qui soit déconnectée de l'élite politique et qui joue son rôle d'élite monétaire, on pourrait revenir à de l'économie libérale. Donc, moi, on m'accuse souvent, on me dit, mais pourquoi être libéral aujourd'hui? Vous vous rendez pas compte que c'est le libéralisme qui nous a dirigés vers une société déshumanisée? C'est faux. C'est justement lorsque le libéralisme a été mis à bas que la société a commencé à être déshumanisée. Et aujourd'hui, on n'a jamais été dans une société aussi peu libérale, particulièrement en Europe. Alors, dans le secteur des médias, vous êtes un média, par exemple. Si vous prenez des subventions publiques, Alexis? Pas du tout. Moi, je prends pas 1 centime de subvention publique. Ah non, j'en veux pas. Je vais vous dire, j'ai Géostratégie à côté, Géostratégie Magazine. J'en fais très rarement la publicité, même lorsque je passe dans des médias. Celles et ceux qui veulent l'acheter vont dans les kiosques, ils l'achètent, peu importe, on fait pas de mendicité. On a gagné de l'argent dès le premier numéro parce que c'est un magazine qui a trouvé son public et on prend pas 1 centime. Et on a même été contacté à plusieurs reprises pour avoir des aides de l'État. On n'en veut pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un média, le but est d'informer la population et de répondre avec limpidité, avec neutralité. Et la neutralité, c'est pas de ne pas afficher des opinions, justement. C'est de les afficher directement, comme je fais moi, et de dire je ne suis pas acheté, je donne la parole à tout le monde. Et dans Géostratégie, c'est le cas, justement. Vous avez des gens qui sont d'extrême gauche, de droite, et de droite très libérale, des gens qui sont altermondialistes, écolos, anti-écolos. À partir du moment où on a un sujet qui est traité avec bon sens, on le laisse passer lorsqu'il est correctement rédigé, lorsqu'il apporte quelque chose au débat. Et je veux dire, c'est exactement pareil hein, pour nous, pour le monde moderne. Juste un point, mais on dépend en fait des dons, des abonnements de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que c'est important. Et on n'a jamais cherché à avoir de subventions publiques. Et je préfère certainement ne pas en avoir et avoir cette indépendance-là parce que elle est importante. Mais il faut en être conscient aussi pour avoir ce secteur médiatique indépendant, parce que sinon, mais heureusement, je veux dire, c'est un appel d'air, pas pour la population. C'est pas. Moi, j'ai pas l'impression de représenter un défouloir pour la population. Pas du tout. Non. Au contraire, on représente une zone de liberté et de réflexion qui permet, parce que le monde évolue. Qu'on le veuille ou non, le monde évolue. Et on s'aperçoit que ces 10-15 dernières années, il a évolué sans le bon sens de l'Occident. Et c'est ce qui a contribué. Vous regardez sur le plan physique, ça c'est le grand drame. Il va y avoir 2 catastrophes différentes l'une de l'autre. Ça va être une catastrophe monétaire qui va mettre, je parle de l'Occident, à bas tous les appareils de production et tout ce qui pouvait permettre de la prospérité. Et la deuxième catastrophe, elle est très grave également et personne semble ne vouloir la voir venir, c'est la catastrophe physique. Vous n'avez jamais eu autant de cas de diabète, de cancer également chez les jeunes. Et démographique aussi. Enfin, l'Occident n'est pas en forme démographiquement. C'est un déclin réel, palpable. Là aussi, il est surtout de mauvaise qualité, parce qu'à la rigueur, je veux dire, sur la démographie, moi je pense, là je me désolidarise, on va dire, d'une personne avec laquelle je suis relativement en accord, c'est Charles Gave qui considère qu'on doit être nombreux. Moi, je pense que nous sommes trop nombreux. C'est mon avis, personnellement. Et je ne regrette pas que l'on revienne à 3 ou 4 milliards d'êtres humains sur Terre en 2 générations. Pas moi, parce que je ne serai pas là dans 80 ans, c'est pas la question, mais je pense que on a été 80 milliards depuis le début de l'humanité sur cette Terre, environ 80-90 milliards. On était 500 millions à peu près il y a 3 siècles ou 2 siècles. On était 2 milliards en 1960 et aujourd'hui on est près de 8 milliards. Et de surcroît, on n'a jamais eu autant de nécessité de consommation, parce qu'en 1960, vous voyagez pas autant, vous preniez pas l'avion, vous n'avez pas autant de voitures, on n'avait pas de matériel industriel à la maison ou numérique. Donc, il va y avoir, évidemment, que si on peut être 8, 10, 15 milliards durablement, il va y avoir une problématique d'énergie. Alors, j'entends de partout, mais non, mais là, vous inquiétez pour rien, parce qu'il va peut-être y avoir des nouvelles formes d'énergie. On va créer des progrès incroyables, oui. Des progrès, mais il y a une logique, malgré tout, de territoire. Après, on s'est aperçu qu'il y a une régulation dans toutes les espèces. Voilà, il y a des choses. Et de l'origine aussi de l'énergie, parce que l'extraction est importante, que ce soit même sur le nucléaire. Enfin, la filière extractive, elle est extrêmement importante. Bien sûr. Le charbon est
revenu là-dessus. Enfin, l'électricité n'est pas produite de manière, propre, et très simple. Et ça, on a l'impression qu'on va vers un monde du tout électrique sans réfléchir à comment produire de l'électricité, Ah comme si ouais, elle allait être totalement, ouais, produite ça ex c'est un gros nihilo. problème. Parce Ah que ouais. par rapport à ce que vous dites, c'est pas le fait de centraliser la production de l'énergie qui fait qu'on ne pollue Mmh. pas. Si vous avez une voiture Non. électrique, effectivement, donc vous polluez pas sur place, mais vous avez pollué en fabriquant de l'énergie ailleurs, avec des énergies fossiles également, le problème est le même. Voilà, il y a des sans parler des problèmes géopolitiques. Parce que Ouais, là aussi, des terres rares, on n'en a pas beaucoup, il y en a pas mal en Australie. Vous allez c'est avoir ça. une cour du cuivre qui va monter, en flèche et qui a déjà commencé à monter et 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 le CETA, c'est pas pour le fromage et le vin, hein, c'est non, aussi non. pour, la richesse minière du Canada, pas Absolument, donc il va y avoir des questions sur le plan ouais. énergétique qui vont être, le la clé des raisonnements économiques, ça c'est une réalité Mmh. et en Europe, on est totalement à côté de la plaque et je suis désolé de le dire là-dessus et c'est là où aussi on n'a pas laissé le libéralisme faire son travail de régulateur, faire son travail, c'est pas le mot juste, mais faire son œuvre, plutôt faire son action, exercer sa pression vertueuse. En 2010, en France, on nous dit, si vous avez un logement qui fonctionne avec de l'électricité. C'est très mauvais. Il faut du gaz. Sinon, vous êtes mal noté. Aujourd'hui, aller présenter un appartement à la vente qui est chauffé avec du gaz, on vous dit: «Mais non, mais C'est c'est un scandale rédhibitoire, pour ouais. l'écologie, il faut de l'électricité». Mais c'est totalement schizophrénique, voilà, c'est là où il y a un gros Ouais, problème. on n'y arrive pas, c'est compliqué, avec cette économie semi-dirigée, parce qu'on est loin d'une économie dirigée et on n'est pas non plus dans une économie totalement libérale, donc on est entre 2. Et Non, pas regardez du tout, voilà, pas du tout. ces plans européens aussi 2050, hein, sur le tout électrique, enfin c'est totalement un délire technocratique. Il y a Et rien moi, de je ne réel veux derrière. absolument pas que les gouvernements soient des libéraux. Mmh. Justement, moi, je veux que Mmh. les entrepreneurs puissent être des libéraux et qu'ils puissent être régulés par des gouvernants qui sont des intellectuels de la politique, si je puis dire, et de l'autre côté, qui travaillent de pair en les laissant œuvrer comme des organismes indépendants, parce que c'est Mmh. très important la monnaie, je le disais précédemment, avec des scientifiques de la monnaie qui sont des banquiers centraux. Et vous avez aujourd'hui des centraux qui sont des politiques, vous avez des gouvernants qui sont des businessmen, mais qui ne l'avouent pas et qui font des business à côté, et finalement, vous avez des entrepreneurs pour lesquels ça va mal, qui se mettent à faire de la politique parce qu'ils disent: «Nous, on Mmh. n'arrive plus à travailler, on va faire de la politique, on va faire des médias», et donc il y a Elon Musk, il y a Bolloré, il y a des mecs comme ça, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, et je les salue et je les soutiens, et ils nous soutiennent également, je veux dire différemment, mais heureusement qu'ils apportent une bouffée d'air pur dans une forme, je vais reprendre paraphraser quelqu'un dont je partage pas les idées, mais d'oligarchie. C'est Mélenchon qui parle d'oligarchie, moi, Ouais. on va plutôt dire, heu, parce que c'est une petite oligarchie en réalité. Là aussi, on a bien parlé d'État profond pendant c'est Michel Onfray que je salue, que je connais bien, qui est quelqu'un de brillant également, qui parlait d'État profond il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'aperçoit même qu'il n'y a plus un seul État profond. Il y a plusieurs États profonds qui se contrecarrent les uns les autres. Vous avez un État profond, heu heu, italien d'origine et de business qui soutient Trump aux États-Unis. Vous avez un État profond oligarchique qui place Biden aux États-Unis. Vous avez un État profond, heu monétaire. Vous avez la CIA qui est plus ou moins Oui, ça s'appelle indépendante. des énormes lobbies, des groupes d'intérêt, Voilà, des gros comme on voit lobbies, avec mais Israël, qui est vraiment au milieu de ça aussi, par rapport à la également. politique américaine, hein, je parle, ouais, Bien sûr, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, qui Donc restera toujours très proche des États-Unis. Il y aura oui, pas de bien sûr. discussion, on voit bien d'ailleurs, je veux dire, si vous regardez Israël, c'est intéressant de parler d'Israël parce que, il y a un conflit qui a pris une ampleur considérable, Mmh. l'Israël et la Palestine. Observez l'attitude des Américains vis-à-vis d'Israël, qui semble Mmh. ne plus être totalement sur la ligne, pas d'Israël même, mais du premier ministre Netanyahou. Ils arrivent à discuter, ils parviennent à discuter, par voie de presse, par canal diplomatique et par échange direct. Bah, Mmh. faisons pareil avec la Russie. Je veux dire, si Israël Bah, ça me parvient à paraît faire normal, mais on a tomber un de la ministre des Affaires étrangères qui vient de dire que ça servait plus à rien de discuter avec les Russes, donc ça pose non, mais problème quand même. non, mais vous vous rendez compte, vous avez Ouais. c'est le ministre de la diplomatie, le ministre des Affaires Ouais, ouais. étrangères. La Oui. diplomatie, la langue de la diplomatie au XVIIIe siècle, c'était quoi? Le français. Et Mmh. vous avez le gardien de la diplomatie qui vous dit que ça ne sert à rien de discuter. Ah, c'est impressionnant. Mais alors ça, non, je veux dire, ça paraît c'est vraiment bon, on touche le fond là, on est en train vraiment de toucher le fond. C'est On a un vrai problème de casting, je pense, pas seulement au ministère des Affaires étrangères. non, Alors, non, on avait parlé de la blockchain, récemment, et vous avez jeté un pavé dans la mare, Tom Benoît, récemment sur le comme vous dites, bitcoin. ouais.
Oui, dans la mare à Bitcoin. Pour vous, c'est une création, on parlait d'État profond, c'est une création américaine, le Bitcoin, clairement, émanant de Évidemment, la je Banque centrale. persiste et je signe. J'ai reçu une centaine de coups de fil de personnes qui avaient mon numéro ou qui sont parvenus à l'avoir entre-temps, qui m'ont envoyé des demandes sur X. J'ai reçu des messages, j'ai remis un tweet hier qui a fait encore des centaines de milliers de vues, de commentaires. Je reçois des injures de part et d'autre. Et je vous lisais un message en aparté que j'aimerais bien vous lire, de Allez-y, quelqu'un oui. plutôt du bon sens d'ailleurs, hein, je veux dire, qui me Ouais. dit: Alors rappelez quand même l'origine, hein, de «J'ai cet donné émoi. plusieurs interviews à des médias Voilà. différents cette dernière semaine et c'est vrai qu'on m'a parlé du bitcoin et que j'ai tenu le même discours que je tiens depuis le départ d'ailleurs, depuis des années et que je tenais également le 1er janvier 2024 sur une vidéo que j'avais postée sur X, lors de laquelle je recommandais à ma communauté, comme on dit en tout cas aux personnes qui me suivent, d'acheter du bitcoin en disant qu'il allait Mmh. monter en flèche. 2 jours après, il a commencé à monter, il était à 38 000 € à ce moment-là, aujourd'hui il est à près de 70 000, donc il a pris 75%, donc je veux dire, je sais ce qu'est le bitcoin et je comprends. Ceux qui me disent: «Vous ne comprenez rien en bitcoin», non, ne croyez pas ça, j'étudie le sujet depuis le départ, je sais absolument ce qu'est le bitcoin et j'ai compris exactement à quel moment il allait y avoir des fluctuations également. Je ne suis pas un parvenu qui s'est mis à parler du bitcoin en disant: «Non, moi j'aime l'argent traditionnel, sonnant et trébuchant, l'or à la rigueur, la bourse, mais pas le bitcoin, c'est pas mon style». Et, et donc je donne une interview en disant: «Mais évidemment que la Réserve fédérale, et c'est ce qui fait la magnificence des Américains, qui contrairement à l'élite européenne n'est pas du tout à côté de la plaque et voit les choses d'une façon rationnelle et arrive à se confronter au réel, c'est-à-dire à l'évolution du Pragmatique, monde ouais. pragmatique et ne nie pas les réalités, s'est aperçu que leur monnaie dette, le dollar qui s'émettait, et que tout le système de monnaie fiat par rapport à la défiance des BRICS, comme le dit François Fillon, qui partage dans Omerta, qui partage la haine de l'Occident, les BRICS, ils se sont aperçus que l'hégémonie monétaire des dollars et des monnaies fiat était chancelante et qu'elle allait probablement s'effondrer. Et qu'il allait y avoir besoin d'une nouvelle unité de mesure qui puisse avoir ce que la monnaie a de plus noble, c'est que j'ai pour habitude de dire, et je le dis sans problème parce que je ne suis pas consommateur de shit et je suis même contre la légalisation du cannabis, mais je Mmh. dis ce qui doit faire la beauté de la monnaie, c'est que la barre de shit a un prix qui est estimé par le marché par Ouais. rapport à ce que vaut l'imposition, par rapport à ce que vaut un appartement, par rapport à ce que vaut une voiture, par rapport à ce que vaut une baguette de pain. Et c'est ce qui fait la magnificence de la monnaie. Sauf que lorsque vous avez une monnaie qui est de moins en moins liquide, parce que, je sais pas, il doit y avoir Mmh. 4 000 milliards de liquides en circulation dans le monde, toutes monnaies confondues, dollars, euros, ça doit aux alentours de ça, sans compter celle qui a été perdue, parce qu'il y a beaucoup de liquide qui a été perdu également. Mais en liquide émis, on va dire en circulation, je dirais qu'il y a 3 trillions à peu près d'euros, si on parle en euros ou en dollars à peu près. Et, et vous pouvez presque pas payer en liquide. Déjà, si vous prenez l'avion avec du liquide, il y a quelques Mmh. pistes, hein, je veux dire, vous allez entourer, vous allez mettre de l'argent liquide entre les livres pour qu'il passe un peu mieux au portique. Mais allez, si vous dépassez les 40 ou 50, je vous donne des astuces, mais je veux dire, si vous dépassez les 40 ou 50 000 euros, attendez à vous les faire sucrer à Les douanes l'aéroport. vont arriver, ouais, c'est ça. Et allez Mmh. récupérer, si vous les avez pas retirés à la banque une semaine avant, allez récupérer vos 40 000 ou 50 000 € ou plus à l'aéroport, vous les récupérez jamais. Donc aujourd'hui, il est très Mmh. compliqué de circuler avec de l'argent liquide. Heu, la meilleure solution aujourd'hui, c'est vrai que c'est la crypto-monnaie. Vous allez même en Russie, vous n'arrivez pas à faire venir de l'argent. Vous avez travaillé en Russie, par exemple. Vous prenez un entrepreneur qui travaille en Russie, c'est pas mon cas, hein, je précise, j'ai jamais travaillé en Russie, j'ai Mmh. jamais travaillé pour une société russe. Mais parce que l'occasion ne s'était jamais présentée, ni avant ni aujourd'hui. Mais je veux dire, un entrepreneur qui travaille en 2005 en Russie, il y a aucun problème à l'époque, même les Américains aimeraient bien Oui, voir oui. la Russie intégrée au Conseil de sécurité européen, tout va bien. Il continue à travailler en Russie. Et encore aujourd'hui, il a payé tous ses impôts, il a 500 000 € sur un compte à Gazprom Bank, allez. Il peut pas les faire revenir à la BRED ou à la BNP. C'est pas possible, parce que Gazprom Bank la BNP ça passera pas, Swift est bloqué, on pourra pas les faire venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait qu'il crée une société en Chine, par exemple, et qu'il fasse revenir l'argent après, ça va faire compliqué. Il voyage en Russie, avec une clé lettre du Monero en Russie. Il part, il s'arrête en Europe, mettons en Pologne ou en Italie ou en Croatie. Il se connecte quelque part, il achète du bitcoin sur une plateforme avec sa clé.
Il revient avec sa clé, il a pris l'avion, il a fait tout ça en avion. Mettons qu'il soit passé par la Turquie parce qu'il peut pas faire Paris-Moscou en ce moment, il fait Ankara, et il revient en France, et il va se débrouiller après avec du bitcoin. Heu, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine également, mais de récupérer de la devise, hein, de récupérer de l'euro ou du dollar. Il a pu. S'il avait dû faire la même chose, les mêmes voyages, avec sa petite valise, avec ses 500 000 €, bon courage! Il passait pas les Mmh. portiques des aéroports. Donc le bitcoin a principalement le bitcoin, mais les autres cryptos également, ont cet avantage de jouer un rôle monétaire, alors que ça ne sont pas des monnaies au départ, ce sont des actifs numériques. Donc là, je veux dire, Mmh. les maximalistes, comme on dit, vont plutôt être d'accord avec moi. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, il n'y a aucun Donc problème. les Et cryptos, effectivement, c'est une monnaie, c'est la monnaie monde, en fait? c'est bah, pas non, parce qu'elle est pas reconnue, mis à part par le Salvador aujourd'hui, comme la monnaie d'un État. Donc pour qu'une Mmh. monnaie puisse être une monnaie, faut-il qu'on puisse lever l'impôt avec. Aujourd'hui, on peut lever l'impôt avec de l'or, on peut payer entre banques centrales avec de l'or et avec de la devise, mais pas avec du bitcoin. D'ailleurs, la Banque centrale européenne à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient au courant de toutes les manœuvres, on va dire, qui se rappaient ou pas encore, si la note n'était pas passée dans les circuits, mais était montée au credo devant le Salvador en disant non, non, mais il est hors de question qu'on traite avec eux en bitcoin. Eux, ils ont décidé d'avoir le bitcoin, mais le bitcoin n'est pas une monnaie. Et Christine Lagarde avait parlé avec bon sens, c'était sur BFM TV en 19 ou 20, je crois, en disant Mmh. les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, ce sont des crypto-actifs. Ça, c'est une réalité. Les crypto-monnaies, au départ, sont des crypto-actifs. Attention, aujourd'hui, ça devient des monnaies. Ça veut dire que Ouais. d'une part, elles revêtent l'aspect monétaire pour chaque individu ou chaque société qui veulent traiter avec. Par ailleurs, à partir du moment où elles ne sont pas reconnues par les États, ce ne sont pas des monnaies. Pourquoi est-ce qu'elles sont autorisées? Pourquoi tout est passé comme une lettre à la poste avec un C'est faux ça la semblant question, à c'est ce chaque que vous fois? dites, c'est-à-dire qu'on ne Voilà, sait c'est pas ce que je qui dis. a fondé ça, soi-disant le japonais Satoshi et Voilà, cetera. Il y a mais une on ne sait pas qui opacité c'est. absolue et pourtant, il y a personne n'a remis en cause le fait que ça existe et que ce soit utilisé Non, mais vous vous par rendez toutes compte, je veux dire, les institutions financières. j'ai pas l'impression de dire quelque chose d'irrationnel lorsque je vous Non. dis: vous avez les grandes banques centrales du monde, Réserve fédérale et Banque centrale européenne, qui Ouais, approuvent les plateformes d'échange qui ont pour principale crypto-monnaie, c'est quand même la vérité, le bitcoin. Parce que les autres ouais. crypto-monnaies, vous en avez quelques autres, vous avez l'Ethereum, Monero, vous en avez encore une dizaine d'autres largement en Mmh. dessous, et puis après, vous avez beaucoup de petites crypto-monnaies, et d'ailleurs, toutes les autres crypto-monnaies, vous regardez des crypto-monnaies, il y en a qui sont logées dans une SARL, il y en a qui sont logées dans une fondation, il y en a beaucoup à Madère, par exemple, il y en a beaucoup aux îles Caïmans. Le bitcoin, on ne sait pas. Et les banques centrales du monde Mmh. ont approuvé des plateformes d'échange qui ont pour principale vocation de faire s'acquitter des transactions avec un objet financier que l'on ne peut pas identifier. À partir de là, il y a des questions à poser. Je veux dire, demain, j'ai invité Christine Lagarde et je l'invite à nouveau. J'ai échangé à nouveau avec son conseiller Oscar. Elle avait accepté l'invitation il y a quelques mois et pour des questions d'agenda, ça s'est pas fait. Et la première question, parce que je suis convaincu qu'elle n'est pas mal intentionnée, je veux dire que quoi qu'il en soit, il faudra qu'on discute après quelques personnes qui sont un peu inquiets pour l'avenir de la civilisation, de ce qui va se passer, parce que Ouais, mener la sérieusement. monnaie à l'effondrement, mener l'écologie à la catastrophe, mener la politique à la catastrophe, c'est pas la bonne solution. Voilà, il faut qu'on Mmh. revienne à un débat quand même plutôt conséquentialiste et logique, concret. Vous avez validé, Monsieur Powell, Madame Lagarde, des sociétés qui ont pour principale vocation de faire s'acquitter des paiements avec une crypto-monnaie principale qui s'appelle le Bitcoin. Mmh. Qu'est-ce que vous savez du Bitcoin? Qu'est-ce que vous savez de son fondateur? Pourquoi est-ce que vous avez validé ces plateformes? Vous n'étiez Ouais. pas obligé de le faire. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde voudrait avoir le droit d'avoir plus de 10 000 € chez soi. On n'a pas le droit d'avoir plus de 10 000. Mmh. Voudrait avoir plus de 500 € dans la rue. On n'a pas le droit de se promener avec 5 000 € dans la rue en liquide. Et pourtant, on ne nous l'autorise pas. Donc, c'est pas parce que quelque chose est bien favorable à la liberté, au libéralisme, que le régulateur le permet. C'est ça que Mmh. je dis, moi. Je dis, interrogez-vous sur le fait quand même que les banquiers centraux et tous les régulateurs ont savonné la planche, ont permis justement ont ouvert la voie plutôt pour que les crypto-monnaies puissent avoir de la prospérité.
Et on Juste après la crise des subprimes, hein, on était, oui, alors voilà, à ça apparaît donc post-2008 ça aussi, démarre en donc 2005-2006 les discussions, mais mmh, réellement le bitcoin apparaît après la crise des subprimes en 2008-2009, créé par mmh, ce Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas l'identité. Oh, je veux dire, je connais très bien les États-Unis et là, je pense que tous les bitcoiners maximalistes connaissent un peu les USA aussi quand même, où mmh, aujourd'hui, j'étais aux USA il y a quelques semaines encore, vous avez le seul pays où vous pouvez retirer du bitcoin, vous avez des guichets de bitcoin, c'est aux USA. J'étais en Californie à Los Angeles, vous avez dans tous les grands hôtels de Californie, à LA, et dans la rue, vous avez pas de partout, mais je veux dire, ça commence des guichets de retrait où vous pouvez retirer du bitcoin. Il mmh. n'y a pas un autre pays, même à Dubaï, j'ai pas vu ça. Je suis pas allé à Dubaï depuis quelques mois, mais il y a pas ça à Dubaï, au Moyen-Orient. Euh, la SEC, qui est quand même garant également de la régulation financière aux États-Unis, a validé l'ETF Bitcoin par BlackRock. Euh, à partir de là, il y a quelques interrogations à se poser. Je veux dire, on peut quand même, c'est Ouais. pas, c'est Non, pas c'est légitime de se poser la ça question et surtout de me voir semble avec assez quelle légitime. facilité tout ça a été fait, ouais, Je vais ouais. vous lire un message que j'ai trouvé Oui, assez c'est ça, justement, parce allez-y, que ça a fait un tollé. On m'a demandé des pléthores d'interviews et j'ai reçu, je vous dis, des mots et beaucoup de personnes également qui me disent: «Tu as raison», et certaines Ah, personnalités beaucoup plus connues que je citerai pas, je les mmh, laisserai s'exprimer d'ailleurs, dans le milieu de la finance, qui me dit: «Je le pense depuis longtemps et je serais ravi d'en discuter». Donc un bitcoiner maximaliste, j'ai rien contre eux, hein, c'est pas qui me dit: «C'est complètement lunaire ce que vous dites. Je vous avais trouvé plutôt sérieux dans des interviews, mais là je vois que vous parlez de quelque chose que vous ne comprenez pas du tout et ça me fait remettre en cause la grande confiance que je vous accorde. Bitcoin est une application de la blockchain. La blockchain est le mmh. premier média infalsifiable de l'humanité. Tout ce qu'on y écrit ne peut être modifié sans invalider la totalité. Son fonctionnement a été défini par le white paper, le livre blanc, écrit par Satoshi Nakamoto à l'époque de la création du Bitcoin. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, jusque-là, j'ai envie de dire, oui, mis à part sur le fait qu'on me dit qu'on me fait plus confiance, je suis Mmh mh. d'accord. Mais ensuite, on ne sait pas qui l'a écrit, le livre blanc, mais on s'en fiche. Et C'est non, et c'est là justement que je vous dis, on ne peut pas se foutre de qui a écrit les préceptes. Si au moment bah, de créer l'eurozone, on disait: «On ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas qui sera à la Banque centrale européenne, mais on n'en non, a mais rien à c'est faire. On va créer une monnaie, mais la Banque centrale, ce sera c'est, géré heu, par c'est quelqu'un». c'est de la liturgie, quoi. C'est-à-dire, il y a les apôtres et puis voilà, c'est écrit, il y a eu une Vous faites parole bien de dire ça, parce que donnée. vous allez un peu plus loin dans le message, on me dit: «Il n'y a Ouais, pas d'entreprise, de statut juridique ou quelque autre truc que vous avez appris à l'école. N'importe qui avec un ordinateur et une connexion peut participer». C'est un peu comme une nouvelle religion. Quelqu'un écrit ah, un truc, les gens y croient pour des générations. Bon, ben là, je réponds: «Formidable!» mais je n'ai pas changé d'avis. Je veux dire, je vous pose toujours la question: c'est une religion, ouais. dites-moi pourquoi toutes les crypto-monnaies sont logées dans des fondations, des sociétés, pourquoi sur Bitcoin on ne le sait pas et pourquoi le régulateur a validé l'émergence de Bitcoin qu'il n'était pas obligé de valider. Par Oui, ailleurs, pour pas si rassurer les rapidement, ouais. voilà, comme je dis aux maximalistes, quand j'ai compris que Bitcoin allait monter, j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, pas Mmh. énormément, mais à la hauteur des moyens que j'avais à investir. Et je suis sorti de mes positions et j'ai gagné de l'argent. Donc je ne suis pas Mmh. idiot sur le fait de dire je ne veux pas de Bitcoin et je veux faire une forme de nihilisme et nier que Bitcoin existe. Non, pas du tout. J'ai compris qu'il y avait un aspect, premièrement, de spéculation duquel j'ai profité, d'autre part, un aspect de liquidité, de facilité pour certains paiements. Je n'ai pas profité, mais je pourrais en profiter. Je veux dire, pourquoi pas, si l'occasion se présentait, beaucoup en profitent, qui est très intéressant. Mais comment se fait-il que ce soit permis? Ça va à l'encontre totale, même pas seulement sur la monnaie, parce que ça fait concurrence à de la monnaie, mais sur le blanchiment, vous avez également quand même tous Ouais. les banquiers centraux du monde qui font tout pour dire on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'argent liquide pour pas financer de terrorisme, qu'il n'y ait pas de Ouais, blanchiment. mais bon. Mais Bitcoin, vous n'avez pas entendu, je veux dire, Thierry Breton s'y est pas intéressé. Vous avez même pas entendu Thierry Breton sur un Étonnant. plateau
Thierry Breton qui à chaque intervention nous dit qu'il faut interdire les réseaux sociaux parce que c'est un espace de liberté, qu'on entend. Il n'y a pas un seul moment où il est arrivé sur un plateau en disant il faudrait faire attention au Bitcoin, on va s'y intéresser parce que ça favorise le terrorisme et le blanchiment. Ben Alors non, là, je sais qu'il y a des ça fait partie maximalistes qui vont dire ah mais il va lui donner l'idée. Non, ne vous inquiétez non, pas, il nous écoute peut-être pas. C'est il y pas touchera voilà. pas. Sûr. Non, Mais, mais je je veux dire, pense il pas qu'il l'aurait y touchera. pensé. Voilà, il faut avoir un peu de bon sens. Donc si ces gens-là permettent l'émergence de Bitcoin, Mmh. je suis désolé de vous le dire, mais c'est pour raison c'est qu'il y a malgré tout du côté américain, à un moment précis, la conscience qu'il allait falloir mettre la main sur une soupape de décompression qui, qu'il le veuille ou non, allait émerger. Et elle a émergé, elle s'est traduite en Bitcoin. Ça veut dire que Mais alors, Bitcoin, je vous en prie, je vous comment, en prie. comment expliquer, la création de l'euro numérique dans tout ce Alors, paysage? ça, c'est intéressant aussi. J'ai fait partie des premiers à parler de ça en 2022 et 2023. J'ai fait passer un très bon très bon, je ne dis pas d'une façon présomptueuse, hein, mais je veux dire parce qu'il a été salué et que je n'en retirerai pas un mot aujourd'hui dans Le Point l'année passée. Premièrement, les monnaies numériques de banque centrale n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies, si ce n'est qu'elles vont partager vraisemblablement, hein, parce que pour le moment, ça n'est au balbutiement, la technologie blockchain. Donc ça veut dire Mmh. que selon l'idée, mais c'est dur de le dire, les banques centrales nous disent on va partager la technologie blockchain. On va, nous, en mode des crypto-monnaies, avoir la Ouais, c'est ça. technologie blockchain. À la rigueur, c'est pas une mauvaise idée, ça, pourquoi pas. Par contre, la Banque centrale européenne vous dit, elle fait un jeu de questions-réponses, je dis régulièrement, parce que c'est évoqué à ton site. Est-ce que les monnaies numériques de banque centrale, MNBC ou CBDC à l'américaine, ont pour vocation de remplacer les pièces et les billets? Et la Banque centrale se répond, non. Elles ont pour vocation de complémenter les pièces et les billets. Déjà, je vous dis directement, la Banque centrale se trompe, ce qui est possible, parce qu'il se peut également qu'il y ait une personne qui ait écrit ce texte-là qui n'avait pas tout compris aux crypto-monnaies ou aux monnaies numériques de banque centrale. Mais Mmh. alors, ce sera intéressant de le modifier. Soit elle nous indique la mauvaise direction, parce que réellement, pour complémenter les pièces et les billets, il y a quelque chose de formidable, et il y a plusieurs choses, ça s'appelle la carte bleue et le virement bancaire. Ça veut dire Oui, ça qu'aujourd'hui, existe la déjà, monnaie c'est ça. scripturale, c'est de la monnaie numérique. C'est pas les pièces et les billets, comme je le dis, ça représente, elle est 5% de la monnaie scripturale en Mmh. circulation. Vous avez Mmh. 90 000 milliards de dollars selon la CIA de Global Money, et vous avez en émission en liquide 5% de cela. Donc ça veut dire que, premièrement, il n'y a pas besoin de créer une seconde structure monétaire qu'on va appeler euro numérique, ou dollar numérique là-bas, mais en tout cas monnaie numérique de banque centrale, une seconde structure qui va être émise par la banque centrale pour que la monnaie soit numérique. Donc tout Mmh. ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que les banques centrales ont décidé, ou en tout cas ont pour projet, d'émettre une seconde structure monétaire, parfaitement distincte de la première. Donc il va y avoir. L'important, c'est de savoir que la monnaie, ouais, le Bitcoin, allez, allons même que ce soit une monnaie reconnue par des États. Ça l'est au Salvador. Vous allez même demain aux États-Unis, dans l'hypothèse où les États-Unis reconnaissent le Bitcoin comme une monnaie également. Soyons fous, je veux dire. Si ça arrivait, ce ne serait pas de la monnaie banque centrale, puisqu'elle n'est pas émise par la Réserve fédérale. Par Mmh. contre, l'euro numérique ou le dollar numérique, ça devient une seconde monnaie banque centrale. Alors là, la Banque centrale européenne a dit, donc déjà, ça veut dire que les particuliers vont avoir un compte à la Banque centrale, ce qui n'était jamais arrivé. Ouais. La Banque centrale européenne a dit au départ, ça s'appellerait Cash Plus en 2027, ça devait se faire en 2027, 25, on ne sait pas vraiment. Ils avaient mandaté Amazon au départ pour étudier la structure de là aussi en termes d'indépendance, ça on était en De 2022, j'allais souveraineté, on est bien, ouais. dire la Banque centrale la Banque centrale européenne qui demande un rapport à Amazon pour étudier la structure de sa nouvelle monnaie. Oh non, mais Enfin, moi, ils m'ont pas appelé à ce moment-là. Ils auraient pu parce que j'ai une société de conseil et j'aurais été ravi, mais ils ont demandé ouais. à Amazon. Amazon, bah Et oui, non mais voilà, tout est donc dit. premièrement et à partir de là, ils ont, tergiversé pendant plusieurs mois et finalement, ils nous ont dit: «Les comptes seront plafonnés à 12 000 €». Depuis 6 mois, je trouve pas grand-chose, hein, sur les monnaies numériques de banque centrale Ah non, depuis il le mois de y a rien. septembre-octobre. Il y a plus rien. Ouais. On dirait que ça a été mis presque en stand-by en quelque sorte. Alors à savoir si ça a même pas été un nouveau pavé jeté dans la mare quand même pour là aussi activer l'émergence des crypto-monnaies.
Mmh. On revient à ce que je disais précédemment parce Ou que un ballon sinon d'essai pour voir un peu oui la et puis aussi si vous réaction, parlez de des monnaie médias. numérique de banque centrale pour les cryptos, ça assoit quand même le truc. Parce qu'aujourd'hui, Carrément, quand on ouais, vous dit ouais. dans les dîners en ville: «Et toi, qu'est-ce que tu penses des cryptos?» Si tu dis: «Non, moi je mise pas un sou, Mmh. là-dessus», on dit: «Mais attends, même les banques centrales vont faire des monnaies numériques de banque centrale». Donc pour ceux qui sont pas allés plus loin dans le sujet, ça assoit quand même l'importance et la Ça rassure, crédibilité des ouais. cryptos, ça rassure. Ce que je dis là est à prendre d'une façon toute mesurée, Mmh. naturellement, pour la dernière phrase. Mais donc les banques centrales nous disent, s les comptes seront plafonnés à 12 000 €. Donc là, déjà, ce que je peux dire, c'est que, d'une façon toute prosaïque, ça va pas être la monnaie du business, les monnaies numériques de banque Non. centrale. Parce qu'avec 12 000 €, à part une adolescente qui va faire des perles, à la sortie du lycée pour il va pas y avoir beaucoup de sociétés avec 12 000 € de cash flow positif. Par Mmh. contre, que les banquiers centraux, en accord avec les États de l'eurozone et aux États-Unis, dans des pays où il y a de gros problèmes obligataires, où il y a un système obligataire qui est en train de s'effondrer et dans lequel, si on force les banques commerciales d'une façon directe ou détournée, comme je le disais, à acheter des obligations d'État, on les conduit à la faillite. Cette élite politique, l'élite politique de ces pays-là se soit dit: «On va créer une structure monétaire qui va Mmh. servir à financer directement certaines dépenses sociales des États», ça m'étonnerait pas du tout et j'irais même jusqu'à dire: «Ça, c'est de la politique fiction». On a le droit d'en faire, on a le droit d'émettre des suppositions. Je veux dire que personne ne me tombe dessus, il y a pas de complotisme, il y a pas de c'est de la prospective assez réfléchi, assez raisonné, parce que je veux dire, quand je disais là aussi il y a quelques années, petit à petit on va s'éloigner de la dépense publique purement monétaire, il va y avoir de plus en plus de chèques spéciaux, c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, vous avez un chèque énergie, le Ouais, c'est ça. gouvernement Macron est allé jusqu'à faire un chèque chaussettes même, poussant Ah oui, le sur ridicule un peu le paroxysme. repriser les vêtements et cetera, Voilà, ouais. là mais et donc si vous avez une monnaie numérique de banque centrale et que vous parvenez plus à financer les retraites, une partie des retraites. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une première réforme des retraites, mais vous savez quand même que le déficit aujourd'hui est principalement causé par le paiement des retraites des fonctionnaires, hein. Mmh. 25 de ce qui nous manque là, du ça aux retraites des fonctionnaires. Si vous prenez la dette hors bilan, c'est-à-dire en additionnant la dette, les 7 ans de duration, plus les retraites des fonctionnaires qu'il va falloir payer, vous arrivez environ à 5 à 6 000 milliards, pas 3 000 milliards. Donc, il va y avoir un gros problème de paiement des retraites, par exemple. Mmh. Vous allez avoir un gros problème de paiement également du chômage et des prestations sociales. Si vous avez donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il fallait faire? Que l'État s'endette auprès des banques commerciales, principalement, hein, plus que des compagnies non financières, pour lever de la dette et pour, disais précédemment, c'est la banque centrale qui épongeait tout ça et qui se débrouillait pour que les banques commerciales puissent prêter de l'argent aux États. Si ça ne peut plus se faire, la banque centrale va dire directement: «On va charger pour le lancer les comptes d'euros numériques. On met pas en danger la monnaie autant qu'on le ferait si on continuait le quantitative easing ou l'assouplissement sur la monnaie traditionnelle, parce que là, vous allez avoir aussi beaucoup de grandes fortunes qui vont peut-être se révolter contre les banquiers centraux en disant: «Arrêtez, parce qu'avec la dépense publique, vous êtes en train de fusiller la monnaie. Nous, on a des réserves de cash». Je veux dire, moi, demain, je serais Bernard Arnault, j'ai pris 12 milliards de dividendes l'année passée, je serais un peu inquiet par rapport à la stabilité de l'euro. Voilà, si vous avez des familles, je sais pas dans quelle banque ils sont, mais je veux dire, enfin, je le sais, mais je le dirai pas. Mais je veux dire, je connais beaucoup de personnes dans cette catégorie-là qui sont dans des banques néerlandaises, par exemple, suisses ou même un peu ailleurs, mais je serais quand même très inquiet, moi, si j'avais tous ces milliards, malheureusement, je les ai pas, de l'instabilité du dollar et de l'euro. Mmh. Et si je vois que les banques centrales disent: «Bon, il y a une élite politique qui a décidé de ne pas réduire son train de vie et qui va continuer avec des dépenses faramineuses et on va être obligé de la secourir», je dirais: «Non, ça suffit. On arrête ce système-là, on fait, on reprend les choses en main». Vous aurez peut-être des personnes comme Musk ou comme Bolloré ici qui finiraient vraiment par accéder au pouvoir en disant: «Non, là, vous êtes allés trop loin, vous êtes en train de mettre à bas tout le système monétaire». Sauf que si ça se passe sur la monnaie numérique de banque centrale, bah, c'est pas la même chose parce que ça met pas en péril la monnaie traditionnelle. Donc je pense qu'il y a une petite idée au sein des banquiers centraux et de l'élite politique actuelle qui est de se dire: «On va user des monnaies numériques de banque centrale pour le grand peuple,
pour la population qui a Ce besoin serait de quoi? Ce serait un embryon de ce revenu universel? un peu, Où en tout quelque passerait par sorte, là, quoi, en avec le quelque crédit sorte. social qui pourrait être mis dessus, hein, vu que ce Ah, serait une ça monnaie sera mis dessus, numérique, donc mais en soi, oui, il y aura un contrôle donc puisque là, ce sera ouais, pas de la monnaie libre, ce sera de la monnaie c'est ça. tracée puisqu'elle Donc ce partagera serait le vraiment l'embryon de ça, en fait, hein. ah oui, oui, mais ça, c'est avoué déjà, hein, parce qu'une Mmh. technologie blockchain si vous dites que vous faites une monnaie avec une technologie blockchain, vous avouez déjà que la monnaie va être tracée. Ça veut dire qu'il Mmh. va y avoir un cheminement tracé de la monnaie, ce qui Oui, n'est pas le oui. cas pour la monnaie à l'heure actuelle. Non, non. Mais donc je pense que l'idée des banquiers centraux et des gouvernants aujourd'hui tourne autour de ça. Alors comme ils savent pas exactement comment ça va évoluer, comme ils j'ai l'impression qu'ils repoussent et qu'ils attendent avant de mettre en place tout ça. Donald Trump a dit que s'il revenait au pouvoir, une fois de plus, qu'on me taxe pas d'être trumpiste, c'est pas le sujet, je Mmh. veux dire, je suis pas pro Biden non plus, mais je veux dire, a dit que s'il arrivait au pouvoir à nouveau, il interdirait à la Réserve fédérale de mettre en place le dollar numérique. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que Donald Trump aujourd'hui, quand même, on s'aperçoit bien qu'il a quand même été président des États-Unis, je veux dire, c'est pas le Oui, pe oui. premier parvenu, va totalement à l'encontre des politiques qui gouvernent le monde occidental. Mmh Sur mh. l'Ukraine, sur le dollar numérique. Je fais pas de politique là, je vous dis pas: «Il faut que Donald Trump revienne pour nous sauver», c'est pas ça, mais je dis: observez quand même qu'on a 2 mondes très élitistes et qui font partie du pouvoir, des arcanes du pouvoir, qui vont parfaitement à l'opposé. Ouais. L'administration Biden et la Commission européenne et Donald Trump, Musk un petit peu plus, Bolloré ici, des sociétés qui sont plus indépendantes. Prenez des patrons comme, Pouyanné de Total, j'aimerais bien discuter avec lui, mais je crois pas qu'il soit dans un état d'esprit très Mmh. favorable à l'émission de titres obligataires verts et à toutes les mythologies en vogue à la Commission européenne. Mmh, clairement. C'est l'outil même de la géostratégie, qui fait qu'on peut, parler de tout ça. C'était passionnant. Merci beaucoup, Tom Benoît. On pourrait parler encore pendant des heures, mais je pense que je vous ferai revenir sur d'autres sujets, ici au Monde Moderne et puis je Avec vais, plaisir, bien aussi, sûr. contribuer à votre magazine de géostratégie prochainement pour On vous parler retrouve dans le prochain numéro, bien sûr. d'Europe avec grand plaisir. Merci d'avoir été notre invité. On vous retrouve, sur X, aussi donc, avec, votre émission, qui est sur, TV5, TV5 c'est Monde ça? avec France tous 5? les autres partenaires, voilà, partenaires de l'émission Face au territoire le jeudi matin, dans tous les kiosques avec Géostratégie Magazine et puis sur X, presque tous les jours également ou un jour sur 2. Eh bien Voilà. voilà, alors, Merci beaucoup. merci à vous. Une bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Monde Moderne, à suivre, également, Tom sur les différents réseaux et on se retrouve, prochainement ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.